Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va démystifier l'utilité de la carte soleil pour la recherche sur la douleur. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt là, lié avec cette présentation. Je parle de la carte soleil, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu cette expression-là. En fait, c'est qu'avant que la carte d'assurance maladie au Québec change de format, donc qui est devenu le format qui est pâle ici, il y avait vraiment en évidence un soleil. Donc, souvent, on appelle notre carte d'assurance maladie la carte soleil. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, l'assurance maladie, au Québec, vous savez que ça couvre les frais de soins, offerts à toutes les personnes résidentes, sauf une petite partie de la population là, qui sont, à statut temporaire, là, par exemple, des, personnes étudiantes qui ont un permis d'études. Donc ça représente 8,3 millions de personnes au Québec qui sont couverts pour, leurs soins de santé. Puis, il y a une partie de la population qui est aussi couverte pour les médicaments d'ordonnance. C'est 46 de la population québécoise. Donc, c'est ceux qui ont 65 ans et plus, ceux qui n'ont pas accès à une assurance médicaments via leur employeur ou l'employeur de leur partenaire. Et aussi les personnes qui bénéficient d'aide au niveau du revenu. Ce pourcentage-là, quand on regarde les personnes qui vivent avec de la douleur chronique, c'est encore plus élevé. Donc, c'est jusqu'à 68 des personnes qui vivent avec de la douleur chronique qui sont couvertes par le régime public d'assurance médicaments. Donc, ces belles assurances-là qui sont offertes au Québec, en fait, ça donne lieu à des réclamations d'assurance. Donc, à chaque fois qu'une personne va aller à l'hôpital, va aller acheter des médicaments, quand la personne est couverte par le régime public d'assurance médicaments, chaque fois qu'il va avoir une visite chez le professionnel de la santé, comme le médecin spécialisé en médecine de famille ou médecin autre spécialité, par exemple en anesthésie, clinique de douleur, donc, si quelqu'un est hospitalisé, eh bien, ça donne lieu à des réclamations d'assurance. Puis tout ça, c'est conservé de façon hyper sécurisée au niveau gouvernemental. Puis ces données-là, on va les appeler des données qui sont administratives parce qu'elles servent, leur but, c'est de faire rouler le système de santé du Québec. Par contre, ces données-là ont aussi une belle utilité pour les gens qui s'intéressent au parcours de soins des personnes, donc les chercheurs. Vous vous souvenez que mon collègue Jean-Sébastien vous a présenté un peu les mesures qu'il y avait dans l'étude provinciale sur la douleur lombaire. Donc, à l'étape du questionnaire initial, là, le premier questionnaire qu'on remplit, si jamais on est recruté, on accepte de participer à l'étude, en fait, il y a une section qui demande le consentement à aller jumeler les données qui sont contenues dans le questionnaire aux données de réclamation d'assurance maladie et de réclamation d'assurance médicaments. Donc, pour faire ça, on a un formulaire qui explique un petit peu de quoi il en retourne. On demande le numéro d'assurance maladie. Et comme scientifique, comme chercheur, une fois qu'on a le consentement des personnes participantes, on peut aller demander ces données-là au gouvernement et donc les jumeler avec les données de questionnaire. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller étudier toutes les trajectoires d'utilisation de soins et de médicaments des personnes. Puis ce qu'on a fait, nous, c'est on demande aux participants et participantes leur consentement d'aller chercher leurs données d'utilisation de soins de santé et de médicaments dans l'année avant le questionnaire initial, puis aussi dans l'année après le questionnaire initial. Donc, finalement, ça nous donne plein de données, des dates précises. Donc, on est capable de suivre le cheminement d'une personne dans le système de santé de façon détaillée si cette personne-là nous donne son accord. Donc, dans la cohorte de douleur lombaire, c'est 51 des personnes, des participantes qui acceptent ce jumelage-là. Donc, qui acceptent qu'on prenne les données questionnaires et qu'on aille chercher des informations sur leur visite médicale, leur achat de médicaments. Quand on compare ce pourcentage-là de personnes qui acceptent dans nos personnes participantes qui ont de la douleur au dos aiguë ou de la douleur au dos chronique, c'est assez semblable. Le taux est un petit peu plus élevé chez les personnes qui ont des maux de dos chroniques.
Donc, quand on compare le consentement au jumelage dans la cohorte de personnes qui ont des maux de dos, donc dans le cas de l'étude lombaire du Québec, à une cohorte de personnes qui souffrent de douleurs chroniques en général, ben c'est aussi comparable parce qu'on a déjà fait une étude justement pour voir à quel point les gens étaient ouverts à nous partager leur numéro d'assurance maladie. Et il faut se rappeler, c'est sur le web. Les personnes qui participent ne nous connaissent pas nécessairement comme chercheurs et chercheuses. Il n'y a pas nécessairement de lien de confiance déjà établi. C'est sur le web. Il y a tout le risque par rapport, bon, vous voyez ça dans les médias beaucoup, le risque de vol de données, tout ça. Donc, ça peut apparaître pas si élevé, la moitié des personnes, mais nous, on est quand même contents que la moitié des personnes acceptent de nous partager une information si personnelle qui est le numéro d'assurance maladie sur le web. Eh bien, on est déjà vraiment contents. Puis là, dans le cadre de l'étude sur la douleur au dos, les données ne sont pas encore analysées. Là. Mon collègue a dit que le recrutement est toujours en cours. Mais dans l'étude qu'on a faite chez les personnes qui ont de la douleur chronique en général, donc pas juste au dos, mais de l'arthrite, fibromyalgie, etc., eh bien, les personnes qui acceptaient le jumelage étaient semblables aux personnes qui ne l'acceptaient pas en termes d'âge et de caractéristiques de la douleur. Donc, même si c'est une personne sur deux qui nous dit oui, bien quand même, on est confiant que ceux qui disent oui sont quand même représentatifs des autres en termes d'âge, puis caractéristiques de la douleur, on parle d'intensité, les types de douleurs et tout ça. Aussi, dans cette étude-là qu'on a fait, on s'est intéressé aux raisons qui font que les personnes ne veulent pas nous partager le numéro d'assurance maladie. Les réponses ont été vraiment utiles pour nous. Par exemple, beaucoup s'inquiétaient sur les mesures de sécurité, les préoccupations sur la sécurité puis l'aspect de la vie privée. Donc, on s'est aperçu que quand vient le temps de demander aux gens leur numéro d'assurance maladie, ça vaut peut-être la peine de mieux expliquer la nature des données, puis aussi les mesures auxquelles on est contraint. Comme chercheur, on est habitué, on a des règles d'éthique hyper strictes à respecter, mais le grand public, ce n'est pas nécessairement les règles qu'on doit suivre. Donc, finalement, ces résultats-là nous disent qu'il faut avoir un meilleur dialogue entre le grand public puis les scientifiques pour qu'on explique, les chances qu'il y ait un vol de données sont minces grâce à toutes les plateformes et aux mesures qui sont mises en place et qui sont surveillées par nos comités d'éthique. Aussi, certaines personnes trouvaient ça, bien sûr, trop intrusif. Donc là, ça appartient à chaque personne de consentir ou non. Mais certaines ne comprenaient pas pourquoi on demandait cette question-là. Donc, certaines personnes disaient, ben moi, je ne vais jamais chez le médecin, je ne vais jamais à l'hôpital, mes données ne sont pas utiles, je ne partage pas mon numéro d'assurance maladie. Mais au contraire, quand on étudie les trajectoires d'utilisation de soins, on veut étudier les trajectoires des personnes qui utilisent, mais aussi qui n'utilisent pas les soins, puis voir si les personnes qui les utilisent ou qui les utilisent pas vont avoir des résultats de santé différents. Il y avait eu aussi des préoccupations sur je veux pas que mon employeur ait accès à ces données-là. Donc, encore une espèce de méconnaissance de qu'est-ce qu'un chercheur peut faire une fois qu'il a accès aux données. Donc, jamais un chercheur va pouvoir transmettre à un employeur ces données qui sont si confidentielles. Donc, finalement, d'aller étudier un peu, c'est ça, à quel point les gens sont ouverts à consentir au jumelage. On est capable, comme chercheur, d'aller améliorer nos pratiques, puis d'ouvrir le dialogue. Des fois, au lieu d'avoir un long document écrit que parfois les gens ne lisent pas, vaut peut-être la peine d'avoir des petites vidéos explicatives, de permettre aux gens aussi, il y en a qui nous disaient, moi, je ne veux pas vous le partager sur le web, mais au téléphone, par exemple, je le ferai. Donc, d'avoir cette possibilité-là pour les personnes participantes. Donc, nos prochaines étapes dans le contexte de la douleur lombaire, ça va être de terminer le recrutement. Puis, pour les personnes qui ont accepté le jumelage, va être de demander l'accès aux données administratives. Ces données-là, on demande l'accès à l'Institut de la statistique du Québec. Puis, ça se fait dans le respect des règles de confidentialité et de sécurité les plus strictes. Puis, une fois qu'on va avoir les données, même si ce n'est pas chez tous les participants et participantes de la cohorte, on va aller évaluer si les trajectoires d'utilisation de soins de santé publics et aussi l'utilisation de médicaments font une différence dans la persistance de la douleur au bas du dos. Donc, j'en profite pour dire que si jamais vous avez des questions, si vous êtes une personne participante de la cohorte puis vous n'êtes pas certaine de vouloir partager votre numéro d'assurance maladie, prenez le temps de nous appeler. On peut répondre à vos questions. Donc, si jamais ça peut permettre que vous le partagiez avec nous, si jamais on peut répondre, on va être content de le faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, n'hésitez pas à m'écrire un petit courriel si vous avez des questions.